Paris, l'émission qui donne le meilleur de la capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. La semaine prochaine, le 18 mai, exactement, Emmanuel Macron lancera la seconde phase de la nouvelle France industrielle. Mais qu'en est-il exactement des possibilités du Made in France? Les TPE s'en réclamant sont de plus en plus nombreuses. Les sites internet sur le sujet se multiplient également. Pour autant, qu'est-il réellement possible de faire aujourd'hui? Quels sont les secteurs actifs du Made in France? Les entreprises doivent-elles réellement s'en réclamer? Autant de questions que nous allons soulever avec nos invités. Mathieu Decroix, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur du Bottin du Made in France, lancé en début d'année et qui recense aujourd'hui près de 150 marques, dont Vicky Café. Bonjour, en tout cas votre marque. Garçon français, marque de sous-vêtements masculins créée fin 2012. Bonjour. Avec nous également Jean-Michel Bezat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au Monde, auteur de Enquête sur le Made in France, la marque France à l'épreuve de la mondialisation, et c'est sorti, ça vient de sortir chez First Édition. Nous sommes également en ligne avec Lucas Destal. Bonjour. Bonjour. Créateur de lunettes, vous avez lancé votre marque éponyme et vous avez un atelier sur Paris. Vous avez lancé votre marque en 2011. Mathieu Decroix, ce Bottin du Made in France, l'idée c'est quoi? C'est de recenser les marques qui font véritablement du Made in France? Exactement, oui. Donc l'idée c'est d'offrir déjà aux fabricants, différents fabricants français, une vitrine sur Internet, donc une vitrine qui est collaborative et qui est offerte à tout fabricant français. Et donc la spécialité au niveau du Bottin, c'est vraiment de fournir un niveau d'information, d'entrer dans le fond des choses, à savoir de ne pas se limiter à indiquer qu'un produit peut être fabriqué en France, mais également d'indiquer l'origine des différents composants qui rentrent en jeu dans la fabrication du produit. Et ça, c'est vous-même qui le vérifiez, ou vous faites confiance aux entreprises qui viennent sur votre site? Alors il y a deux cas en fait. Pour les entreprises qui sont référencées gratuitement, je dirais, sur le Bottin, c'est une relation de confiance en fait qui s'installe et c'est du déclaratif tout simplement. Pour les entreprises qui sont clientes du Bottin, parce que par ailleurs j'ai également une offre commerciale d'accompagnement des entreprises à développer leur notoriété à leur vente. Pour ces entreprises-là, je réclame un certain nombre de justificatifs. Donc ça peut être des contrats de fournisseurs, des bordereaux de livraison, des extraits de bilan de compte des résultats pour juger de la qualité, en tout cas de la vraie... pour avoir une idée, si effectivement les informations qu'elles me remontent semblent cohérentes au regard des contrats qu'elles ont et de leurs résultats, de leur stock, ce genre de choses. Pourquoi en êtes-vous arrivé là, Mathieu Decroix? Vous avez créé l'association Citoyens et Responsables en novembre 2012. C'était dans l'idée d'arriver à ce référencement? Dès le départ, oui, j'ai commencé à référencer un certain nombre de sociétés. Comme beaucoup d'acteurs du Made in France, ça part généralement d'un engagement personnel de remise en cause en fait sur nos modes de consommation. Donc il y a eu tout un travail personnel et non visible qui a été réalisé au niveau de ma famille, de mes proches, et qu'on a voulu mettre en avant et partager avec les autres à travers donc au départ un blog qui s'appelait Citoyens Responsables et aujourd'hui à travers mon activité professionnelle et le Bottin du Made in France. Jean-Michel Bezat, ce que vous montrez dans votre livre Enquête sur le Made in France, c'est que des sites comme celui-ci, il en existe déjà quelques-uns qui référencent comme ça ces acteurs du Made in France. On en est où aujourd'hui? Est-ce que c'est pas un peu confusant tout ça? Oui, alors il en existe en gros. Je pense que le mouvement a été amorcé bien avant que Montebourg parle de Made in France. Ça a été amorcé vers la fin des années 2000 avec notamment un site qui s'appelait Made in France, mais d'autres. Alors c'est soit des sites de vente, soit des annuaires d'entreprises où vous avez des noms d'entreprises, ou bien vous pouvez acheter directement des produits. Alors ça se développe, mais ça se développe, je trouve, assez modestement. Globalement, le petit écosystème du Made in France a tendance à patiner un peu. On peut dire que cet écosystème, il est composé donc d'abord des sites en ligne, du salon Made in France qui a lieu tous les ans au mois de novembre à la porte de Versailles, d'un label Origine France Garantie. Mais tout ça ne décolle pas vraiment. J'en parlais avec la fondatrice du salon Made in France Expo, qui elle a un modèle de développement qui serait assez proche de celui du bio. Elle aimerait que le Made in France, si vous voulez, la marque Made in France se développe autant que le bio s'est développé, se structure, et pourquoi pas des chaînes de magasins, alors soit virtuelles, soit réelles, pour vendre des produits français. Et moi je trouve que ce système patine un peu. Alors, et pourquoi, à votre avis?
Qu'est-ce qui... Je pense que d'abord il faudrait que les consommateurs se saisissent de cela, qu'ils s'engagent vraiment, et je trouve que le consommateur est assez schizophrène. C'est-à-dire que d'un côté, dans les déclarations des enquêtes d'opinion, il est tout à fait prêt à acheter du Made in France, à condition que ça ne soit pas beaucoup plus cher que des produits d'importation. Et puis un deuxième phénomène aussi, c'est qu'il y a une rareté de l'offre d'un certain nombre de produits qu'on ne fabrique plus en France. C'est vrai dans le textile habillement, mais c'est vrai dans l'électronique grand public, c'est vrai dans beaucoup de domaines. Même si on va voir dans le textile, c'est peut-être là qu'il y a le plus de choses qui se tentent. En tout cas, on voit qu'il y a quand même pas mal de choses. Vicky qui a fait Garçon Français, donc marque de sous-vêtements masculins, créée en novembre 2012, donc des maillots de bain, des slips, des shorties aussi également. Vous nous assurez que tout est fait en France chez vous? Oui, tout à fait. 97% du coût de revient est français. Donc la teinture, le tricotage du tissu, la confection, les élastiques, les étiquettes, tout est 100% français. Il y a simplement le fil qui n'existe plus en France. On ne peut plus fabriquer de fil en France, que le savoir-faire est parti. Donc ça vient soit d'Italie, soit du Portugal. En tout cas, 97% du prix est... Pourquoi, quand vous vous êtes lancé, tout de suite vous avez dit je vais faire du Made in France? Pourquoi ce choix? Le choix s'est imposé finalement ça représente un petit peu mes valeurs. J'avais envie de créer un produit qui soit beau, qualitatif, et surtout avec lequel je pouvais en parler de façon digne, sans devoir cacher certaines choses. Acheter un jean ou un t-shirt qui fait 4 fois le tour du monde, pour moi c'est un non-sens écologique. Et j'ai voulu créer, au travers de ma marque, un produit qui soit plus éco-responsable, sans forcément partir dans le bio. Par exemple, mes t-shirts ou mes sous-vêtements sont fabriqués dans un rayon de 10 km autour de la ville de Troyes. Donc on peut difficilement faire mieux en termes de production locale. Et de développement durable, et effectivement. Combien de temps vous avez mis pour pouvoir assembler tout ça? Alors c'est un projet que j'avais en tête depuis 2-3 ans. Et d'autant que vous avez fait votre master en management à Troyes, donc j'imagine que vous avez eu le temps de regarder un petit peu ce qui se passait dans la région. Comme j'ai fait l'école de commerce de Troyes, j'ai pu voir un petit peu commencer à connaître un peu les savoir-faire, la façon dont fonctionnait l'industrie locale. Et grâce à ces connaissances que j'avais, j'ai pu me lancer vraiment à fond dans le projet début 2012. Et le projet, j'ai lancé mon site internet fin 2012. Et donc aujourd'hui ça marche Aujourd'hui ça marche plutôt bien. Nous sommes 3. J'ai démarré tout seul, maintenant j'ai 2 salariés. On essaie de faire évoluer les collections, d'exporter également les produits. On est présent en France, mais également en Russie et au Japon, parce que Made in France plaît aux Français. Mais la également, marque France plaît. Là, c'est vraiment on vend aussi là-bas grâce je pense à la marque française. Parce que vous vous appelez Garçon Français, justement, c'est ça? Je pense que j'arrive à vendre ma marque à l'international parce que l'image que j'ai pu créer autour, le concept qu'on a développé, c'est un concept français, Garçon Français. Mais je ne suis pas convaincu que ce soit le Made in France qui fasse vraiment vendre. C'est l'image de la France, c'est pas forcément le Made in France. Ça c'est drôlement intéressant, effectivement, Jean-Michel Bezat. Oui, j'en parle dans mon livre. J'ai un chapitre sur la marque France, c'est-à-dire je suis parti du constat qu'un certain nombre de pays savent vendre leurs valeurs, leur image. Je pense évidemment à la Suisse. Vous pensez à un produit suisse, vous pensez à un produit de qualité. L'Allemagne aussi, avec la fameuse Deutsche Qualität. Les Américains sont très fiers de leurs produits. Souvent, ils mettent sur les étiquettes Proudly Made in America. En France, on a du mal à créer un récit économique autour de notre passé industriel, de nos savoir-faire, sauf dans le luxe. Voilà. Mais c'est insuffisant. On a des tas d'autres domaines où on est tout à fait excellent. Je parle des grands domaines industriels. Et là, je pense que la marque France devrait être apposée sur des produits. Il y a un travail qui avait été lancé par le gouvernement Ayrault
un rapport commandé à un publiciste connu. Des idées de marque France avaient surgi et puis ça s'est arrêté il y a un peu plus d'un an et depuis la marque France est dans les limbes et on ne sait pas ce qu'elle devient. Ah oui, parce qu'au-delà des petites histoires des uns et des autres, effectivement, il faudrait une globalité. Le cas de Stahl, vous fabriquez toutes vos lunettes dans votre atelier parisien, si possible avec des produits européens, voire français. Est-ce que le fait, là on est dans du très haut de gamme avec vos réalisations, est-ce que le fait que ce soit réalisé à Paris est un plus pour la vente justement à l'export? Alors oui, nous c'est sûr que par rapport à notre marché, en l'occurrence on s'adresse aux opticiens très haut de gamme et indépendants du monde entier, on fait 80% de notre chiffre à l'export. Le Made in France pour nous effectivement ne joue pas je pense énormément, si ce n'est que dans le produit qu'il en résulte a une qualité et une finition qui est logiquement faite à Paris pour de bonnes raisons, c'est qu'on est très proche de notre outil de fabrication. Alors nous on a un tout petit peu moi je suis designer de profession, donc notre propos et notre dada c'est un petit peu de fabriquer nous-mêmes les produits et d'être proche du procédé de fabrication pour des questions évidentes de délai de fabrication et de qualité. On est un petit peu spécifique dans la lunette de notre part parce que déjà on reste assez jeune parce qu'on a une société qui a aujourd'hui quasiment 9 ans. On fabrique très peu de pièces à l'année, donc on s'apparente, on est plus proche des métiers d'art que de la petite industrie. Hein. Et on marque sur nos lunettes Made in Paris France. Alors je crois que c'est complètement d'ailleurs interdit, hein, mais disons que on se le permet parce que voilà, c'est 70% du travail est fait par nous-mêmes dans nos ateliers. Nos clients à l'étranger commencent à nous repérer et à nous connaître en tant que fabricants non pas français mais parisiens. Et ça, pour nous, c'est une valeur ajoutée. Alors au début, ils nous croyaient pas trop, et puis au fur et à mesure, les clients se déplacent chez nous, visitent notre atelier et ils trouvent un intérêt. Nous, ça reste possible parce qu'on est à une échelle un peu familiale. Et oui, c'est ça. On n'est pas sur effectivement dans l'industriel. Ce que vous disiez, on est encore sur de l'artisanal. C'est important ce que vient de dire Lucas de Stahl, Jean-Michel Beza. Est-ce qu'on a le droit justement Oui. On a le droit de mettre Made in France et en plus, monsieur. Alors Made in France, Paris, pourquoi pas rien ne l'interdit puisque de toute façon, c'est une mention qui est apposée à l'initiative du fabricant, du chef d'entreprise. Après, c'est à lui évidemment de prouver que au moins 50% de la valeur ajoutée, je crois qu'il y en a beaucoup plus, est acquise en France. Hein, donc, mais ce qu'on voit là avec ces deux exemples, on est dans de l'artisanat de luxe, on est dans une petite start-up du textile et c'est souvent, on recevait Ellipse tout à l'heure qui a aussi cette idée-là, on est sur des petites structures. Effectivement, on sent que tout cet élan vient des jeunes créateurs d'entreprises, des TPE, des PME qui recherchent ce Made in France. Et qu'après, il y a un gap. Que les autres, elles ont dit, de toute façon, on ne peut pas vivre quand on voit le discours d'Armor Luxe, par exemple, pour prendre celui-ci dans le textile. De toute façon, c'est pas possible, il nous dit. Mais justement, alors, vous citez l'exemple d'Armor Luxe. C'est intéressant, Armor Luxe, parce qu'ils ont fait une cote mal ou bien taillée, d'ailleurs, puisque Jean-Guy Le Floch produit encore en France, notamment un petit peu à Troyes, beaucoup à Quimper. Mais c'est vrai que la majorité de sa production a été délocalisée, notamment au Maghreb. Et que lui ne joue pas sur les étiquettes Made in France, contrairement par exemple à quelqu'un qui est aussi dans le plutôt haut de gamme, sans être du luxe, Agnès B, la couturière designer, elle n'hésite pas à mettre Made in France sur les sur une partie de sa collection. Sur une partie, parce que aussi bien Armor Luxe que Agnès B font à peu près 40% de leur production Made in France, le reste est délocalisé. Hein. C'est ça, ça veut dire que à partir d'une certaine taille, c'est plus possible. Voilà. Ce qui montre qu'il ne faut pas non plus être taliban, c'est-à-dire que excessif, c'est-à-dire qu'il faut accepter qu'une partie du produit soit fabriqué à l'étranger, même s'il est globalement Made in France, parce que la plupart du travail, l'essentiel du travail est fait en France.
Et puis il ne faut pas non plus condamner des entreprises qui font à la fois du Made in France et de la délocalisation. Parce que dans la mondialisation actuelle, ce que j'explique dans mon livre, ceux qui veulent faire du 100% Made in France, à part quelques petits produits de luxe et de niche, je pense qu'ils n'ont pas d'avenir. Hein. Vicky Café. Alors je pense que pour des sociétés comme NSB, où les gammes sont assez étendues, assez larges, je pense que faire du 100% Made in France, ce n'est pas possible en termes de coûts, parce que les marges ne seront pas là et pour développer la marque, c'est pas possible. Par contre, sur des produits comme les miens, si vous spécialisez sur un type de produit, nous par exemple, c'est le sous-vêtement chez Garçons Français, on peut faire des économies d'échelle en achetant les mêmes types de tissus et en travaillant avec des ateliers de confection qui sont spécialisés dans le sous-vêtement, je pense que ça peut être rentable. Et je vois avec plusieurs marques Made in France qui font du prêt-à-porter, des sous-vêtements et d'autres types de produits. Leur gamme est tellement étendue qu'ils ont du mal à être rentables. En fait, quand on est sur une marque de niche, finalement, une marque spécialisée, c'est plus simple. Vous les vendez combien au final Les sous-vêtements, c'est entre 30 et 35 euros. C'est effectivement un prix assez raisonnable. Est-ce que aussi ils sont pas un peu gourmands ces grandes maisons sur les marges et vous l'êtes un petit peu moins? Après, c'est un business plan. J'ai construit mon business plan de cette façon-là, qu'on soit rentable, qu'on puisse être rentable avec des marges relativement faibles. Donc c'est un fonctionnement de start-up. Chacun de mes employés et moi-même, on fait un petit peu de tout. Et on vend surtout sur Internet pour essayer de minimiser au maximum les intermédiaires et pour que la vente soit en direct et ainsi garder la marge pour nous. Mathieu Decroix, on parle beaucoup de textile depuis tout à l'heure, on a parlé de lunettes, on en avait d'ailleurs, Atoll était monté au créneau aussi, on sait aussi un secteur. Quels sont les autres secteurs chez vous? Vous disiez référence Le Bottin, la Made in France référence près de 150 marques. Quels sont les secteurs où c'est encore possible justement? Dans tout ce qui est l'univers de la maison, du jardin, les loisirs, c'est vrai que dans le prêt-à-porter, moi c'était ma spécialisation au départ, donc je suis surtout orienté sur ce secteur-là pour l'instant. Donc que ce soit prêt-à-porter, jeans, pulls, polos, sous-vêtements, lingerie. À chaque fois, souvent c'est un monoproduit, hein, d'ailleurs. Oui. Ça, je rejoins tout à fait Vicky dans le sens où j'ai constaté aussi depuis 3 ans où j'étudie le Made in France que les sociétés qui ont voulu trop se diversifier et tenter de répéter un peu un modèle traditionnel, type les grandes enseignes qu'on trouve à Paris, à vouloir proposer plusieurs déclinaisons très similaires d'un même produit, se retrouver avec des coûts de gestion de stock insupportables et finalement on fait faillite. Alors qu'à contrario, les marques qui ont su cibler un produit spécifique assez classique finalement, mais tout en étant joli, potentiellement innovant aussi, ont réussi à conquérir beaucoup plus de clients sur un produit unique et du coup optimiser leur gestion de stock, leurs commandes et leurs coûts, etc. Donc cette démarche-là, on la retrouve aussi bien dans l'univers de la maison ou des loisirs pour faire un fabricant de lunettes, des objets de décoration, du matériel de cuisine, jouet, un petit peu. Le jouet aussi, même jouer et en difficulté, peut-être un peu plus en ce moment qu'il n'avait pu l'être il y a quelques années, mais c'est vraiment un constat assez clair, c'est surtout ne pas tenter de répéter le même business model que les marques qui importent de pays à bas coût. Parce que c'est pas sur ce créneau-là qu'on arrivera à les concurrencer, mais c'est vraiment sur la spécialisation, sur produire des beaux produits qualitatifs, véhiculer une belle image. On le voit très bien dans mon livre, je cite l'exemple d'un fabricant de vélos qui a rapatrié une partie de sa production. Ce qu'il faisait en Chine, c'était du vélo, je dirais mécanique comme ça, et il est passé au vélo électrique. C'est-à-dire s'il est monté en gamme, alors ça peut être aussi du vélo normal. Donc quand on fait du Made in France, on peut faire que du haut de gamme. Il faut en tout cas, quand par exemple vous relocalisez, souvent vous relocalisez des activités plutôt à forte valeur ajoutée et souvent vous montez en gamme. Ça c'est une tendance assez forte. Sachant qu'il y a quand même très très peu de relocalisation après les grandes vagues de délocalisation d'emplois industriels par exemple, des 2 dernières décennies. Ellipse, qui est la marque de chaussures qui était là tout à l'heure, nous racontait qu'il voulait reprendre effectivement les ouvriers de Charles Jourdan, de Stéphane Kélian, pour essayer de relancer une filière en s'associant entre créateurs, en se disant voilà, si on s'y met tous, on va recréer une usine et relancer. Vous y croyez à ce genre de projet? Oui. Moi j'y crois parce que je vois que dans le textile par exemple ils créent des labels, dans la chaussure ils travaillent ensemble. Oui, je Vicky Café, vous n'y croyez pas?
Moi, je suis assez sceptique. J'ai beaucoup d'amis qui ont des sociétés dans le Made in France, surtout dans le textile. On a à peu près la même façon de voir les choses, donc on pourrait s'associer. D'ailleurs, je m'associe avec une marque Origine pour travailler sur des t-shirts. On a développé avec mon atelier de confection un type de tissu qui ne se faisait plus en France. Donc on a retravaillé sur ce type de tissu. Par contre, sur quelque chose sur des schémas, sur des productions plus importantes, où la coopération serait beaucoup plus intense, j'ai l'impression que beaucoup d'entrepreneurs ne sont pas prêts à faire ça parce que c'est pas forcément toujours dans la mentalité française. Et les Français sont souvent travaillent pour eux, mais travailler pour un groupe et travailler pour une cause, c'est souvent plus difficile. Et je le vois moi quasiment tous les jours. J'essaye d'apporter mon savoir-faire, petit savoir-faire, à mes amis dans le Made in France. Par contre, d'autres marques ne sont pas forcément prêtes à faire ça. Et c'est intéressant, c'est tout, Jean-Michel Beza, c'est tout le rapport aussi avec les fournisseurs. C'est ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que les entrepreneurs s'engagent avec tous ces sous-traitants, justement à qui ils ont sous-traité pendant un moment sans les regarder. Oui. Et la question aujourd'hui, c'est ça, c'est ce rapport-là aussi, ces relations. Déjà, pour produire un produit Made in France, il faut que, avant le produit fini, il y ait tous les biens intermédiaires qui soient en partie ou en totalité Made in France. Et c'est pas possible, c'est pas très facile. Et on voit que alors là je parle plutôt dans l'industrie, on voit que les directeurs d'achat vont souvent au mieux-disant financier pour acheter les composants et ça c'est évidemment des composants qui pourraient être trouvés en France. Donc ça c'est un handicap aussi pour apposer le Made in France sur le produit fini, puisque à l'intérieur du produit il y a beaucoup de produits d'éléments qui ne sont pas Made in France. Alors effectivement, on pourrait en parler chaque semaine, presque du Made in France, parce que les choses évoluent. Et effectivement, je disais tout à l'heure, Emmanuel Macron lancera la seconde phase de la nouvelle France industrielle. Donc effectivement, il y a encore beaucoup de choses à dire. Pour aller plus loin, je vous propose de découvrir l'ouvrage Enquête sur le Made in France de Jean-Michel Beza. Merci beaucoup à vous chez First Édition de découvrir Garçon français, la marque de Vicky Café. Merci beaucoup à vous. Merci également à vous, Lucas de Stahl, où on peut retrouver effectivement votre marque éponyme de lunettes. Et donc tout ceci aussi on peut le retrouver sur le beau temps du Made in France grâce à vous, Mathieu Decroix, sur internet. Merci beaucoup à vous.